Wesh les gens, c'est Revive. Et bienvenue dans cette review du manga le plus surprenant de tous les temps, j'ai nommé The JoJo Lands. Avant toute chose, je tenais à vous remercier. Mais vous remercier sincèrement et du fond du cœur. Je vous mentirais si je vous disais que je ne m'attendais pas à un certain engouement pour les reviews de JoJo Lands, mais alors, à ce point, vous avez carrément explosé les vues moyennes des reviews JoJo Lion. Et en plus de ça, il n'y a jamais eu autant de likes, de commentaires, de retours, d'avis, de théories, de débats. Ça m'a rendu profondément heureux de découvrir ce premier chapitre avec vous. Et je ne suis pas prêt d'oublier cette première review qui s'inscrira définitivement dans la légende de la chaîne. Alors, une fois de plus, merci. On est maintenant lancé dans le rythme mensuel, pour suivre les aventures de Jojo et ses compagnons, et ce, le plus longtemps possible je l'espère. Je tiens juste à vous dire que si ces deux premières reviews sont longues et super denses, par la suite, quand tous les personnages principaux seront clairement définis et qu'on sera vraiment dans l'action pure, les reviews risqueront d'être bien plus courtes. On tablera sûrement sur des 10-15 minutes, similaires à celles sur JoJo Lion sans compter les résumés. Bref. Le second chapitre se nomme L'homme japonais sur l'île de Hawaï. Un chapitre qui, logiquement et comme prévu, s'annonce centré sur le début de l'opération de notre équipe pour récupérer le diamant dans la villa de ce fameux touriste japonais, qui nous a fait imaginer toutes les théories les plus folles quant à son identité le mois dernier. Des théories qui ont absolument toutes été démontées pour venir surprendre, faire hurler absolument tout le monde et créer des théories d'une ampleur encore démultipliée, qui seront bien sûr l'un des sujets principaux de cette vidéo. Respirez un bon coup, on va voir ça ensemble. Enfin, la première vraie couverture de chapitre de la partie nous montre donc un Jojo devant des palmiers, nous dévoilant une superbe pose. Quant à l'Ultra Jump, pas de The JoJo Land cette fois-ci, il va sûrement falloir attendre 2 magazines de plus pour ça, mais une illustration commémorant les 15 ans de Nura le Seigneur des Yokai. Un manga initialement publié dans le Shonen Jump, mais pourquoi pas Shueisha, vous faites ce que vous voulez après tout. Allez, il est temps de retourner à Oahu, et de suivre notre équipe dans le début de leurs aventures à la légalité douteuse. Bon, je sais que vous voulez que je parle de ça. Oh oui, je le sais bien. Et même moi, je dois faire un effort pour me contenir. Mais, il y a plein d'autres trucs très intéressants et trop cool qui se passent avant. Et j'aimerais bien garder votre attention tout du long, alors ce serait con qu'on passe à côté. Il se passe pas mal de choses, et la structure du chapitre fait que c'est assez compliqué de faire une review thématique. Alors, je vais simplement me contenter de revenir sur ces différentes scènes chronologiquement, et y relever les éléments intéressants. Revenons d'abord sur la scène d'introduction du chapitre, prenant un peu nos attentes à contre-pied. Alors qu'on s'attendait directement à voir notre groupe lancé dans l'opération Hawaï, on va voir une jolie femme, avec un très beau chara-design reposant notamment sur 2 bons partis pris esthétiques, faisant du vélo au grand air. Des cheveux qui virevoltent, une petite tenue, la vitesse agréable du vélo et la sensation de liberté qui va avec. Une vision pleine de tendresse et de légèreté, venant clairement contraster avec la manière crade, corrompue dont nous était montrée cette île dans le précédent chapitre. Cette femme se présentera comme une étudiante venant récupérer un peu de matos avant ses examens auprès d'un Jojo en train de jouer à Octopath Traveler 2 au pied d'un arbre. Qu'est-ce que je l'envie. Jojo va au départ la recaler, n'étant pas la cible de la transaction, car un peu trop vieille à son goût. En effet, le lieu de trafic principal de Jojo et ses acolytes est cette cour de lycée, propice à une certaine sécurité, car notre Jojo connaît bien tous ses habitués. Mais Meryl Meiki lui ayant conseillé d'étendre l'influence du trafic aux étudiants d'université et autres, pour plus de bénéfices, il va finalement accepter de dealer à cette femme inconnue. Non sans précaution cependant, car il la soupçonne d'être une flic, à cause de son comportement suspicieux, et son casque qu'elle garde à la main. Parfaite cachette pour une caméra. Il s'avérera finalement que l'intuition de Jojo était bien réelle, révélant une autre caractéristique du héros de The JoJo Lands. Il a un sens de l'observation, et un instinct exceptionnel. Il s'agit d'une qualité plutôt commune à tous les JoJo en réalité. Mais la manière très émotive, un peu stressée, parano, et énervée sur la fin, qu'il a de lui faire part de ses suspicions et de la dégager, me fait trop kiffer. Mais avant qu'elle se révèle être en effet une policière de la DEA, la fille usera d'un subterfuge pas sympa basé sur la morale. Un vrai officier n'a pas le droit de mentir, car le mensonge même est contraire à l'idée de justice. Et je l'ai cru, mais quand la réalité m'est tombée sur la gueule, après que la fille ait payé Jojo et que mon goat Paco lui ait balancé la marchandise, j'ai eu un sentiment de déjà-vu. Un sentiment de déjà-vu sur lequel je n'arrivais pas à mettre le doigt, jusqu'à ce que notre cher Delka le retrouve. On a en effet là une ref, volontaire ou non, même si je l'espère, à Breaking Bad. C'est en effet
Exactement la même mécanique que la scène où ce goth de Badger se fait coffrer par un policier déguisé en camé, sur ce banc. Une vraie claque à l'époque, qui m'avait fait sauter de ma chaise. Et ça ne m'étonnerait pas qu'Araki ait regardé ce chef-d'œuvre. Ça expliquerait la ressemblance indirecte que j'ai tant développée dans mes reviews Jojo Lion, entre le comportement de Jobin et celui de Walter White. Et en tout cas, prendre comme inspiration Breaking Bad pour une histoire parlant de drogue à la sauce Jojo, ça ne peut que mettre en confiance et mener à un truc exceptionnel. Gros big up à ce mec d'un forum random, sur lequel je suis tombé en faisant des recherches, qui doit être aux anges à l'heure actuelle. L'objectif de cet équivalent gender swap de Hank Schrader, c'est donc de coffrer le boss de Jojo. Est-ce qu'elle sait qui est derrière tout ça? A-t-elle des soupçons sur Meryl Makey? Ou alors n'a-t-elle aucune piste? Et la question qui subsiste, Meryl Makey est-elle réellement la big boss? Ou notre diavolo hawaïen contrôle tout dans l'ombre? On n'a à vrai dire toujours aucun élément de réponse à l'heure actuelle. Mais ce qui est certain, c'est qu'étant donné les actions frontales de Jojo envers la DEA et la police, ce personnage deviendra sûrement un antagoniste récurrent. Et j'en suis heureux. J'ai été instantanément convaincu par son chara-design, premier degré, 122 beauf cette fois-ci, et son caractère, n'hésitant pas à user de coups bas pour parvenir à ses fins. Mais finalement, ces coups bas, ils sont plutôt mérités pour des petites frappes telles que Jojo. Et ça reste bon enfant, disons. Contrairement à ce gros connard dégueulasse du premier chapitre, qui reviendra bander sur Jojo et son frère ici, en racontant des trucs toujours plus horribles. Il dira aussi qu'il est très heureux d'avoir décidé de travailler avec la DEA aujourd'hui, prouvant donc qu'il n'est pas lié à la femme, que leurs méthodes diffèrent, et donc avec elle, leur éthique. Ce chapitre nous montre donc que la vision de la police de cet univers n'est pas complètement manichéenne, et c'est bien mis en exergue par la légèreté de l'introduction de la femme de la DEA. Je vois bien cette meuf avoir une évolution hyper intéressante, et devenir un de mes personnages préférés. Très hâte de voir vers quel propos Araki se dirigera avec elle. Enfin, cette scène se terminera d'une manière hyper intéressante, avec un Jojo qui sortira son stand pour se libérer de l'emprise de ce gros dégueulasse, comme il l'avait fait pour Dragona dans le premier chapitre. Premier chapitre, dont il dira d'ailleurs regretter de ne pas avoir tué ses flics, phrase très importante pour la caractérisation de Jojo, sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Avant ça, je trouve l'utilisation faite de November Rain trop stylée. Se servir de ces gouttes comme lourdes et faites d'acide pour supprimer les preuves représentées par ce petit sachet douteux, c'est évident, tout simple, mais dans les faits super ingénieux, et surtout, graphique. Comme prévu, j'en étais certain dans la précédente review, je commence à adorer l'esthétisme de November Rain. Cette espèce d'araignée d'eau recouvrant les ennemis de ses longues et fines pattes, en contre-plongée, avec ses gouttes qui flottent, bordel que c'est stylé. Oui, j'ai vu la lumière. J'ai seulement des doutes quant à son utilisation dans des gros combats au corps à corps bien jojoesques. Ceci dit, Tusk avait pris une approche différente de ses combats, en réussissant parfaitement le pari. Donc à vrai dire, je me fais pas trop de soucis. Jojo évoquera à nouveau la vision des stands, après l'étrange mangaka narrateur des premières pages de The Jojo Lands, en disant que les personnes qui ne peuvent pas les voir ne les regardent jamais. Ce « ne peuvent pas les voir », avec l'utilisation du terme « pouvoir » et non « vouloir », contrairement aux dites premières pages, se rapproche bien plus du fonctionnement des stands que l'on connaît habituellement dans Jojo. Bien que ça ne rentrerait pas totalement en contradiction avec le « ne veulent pas les voir », utilisé dans le chapitre précédent, la possibilité pouvant aussi être une question de volonté. Tout ça c'est bien nébuleux, et j'espère qu'on aura très vite des explications sur la manière dont les stands sont obtenus dans The Jojo Lands. Il est aussi possible que je me triture trop l'esprit pour des tournures de phrases certes un peu bizarres, mais ne servant qu'à rappeler les règles de base de ses pouvoirs, de manière stylée et en jouant sur la mise en scène. Les flics fuiront, et mon goat Paco dira qu'il commence à bien aimer Jojo. Je les call, et je sens qu'on se dirige vers la bonne direction. Je sens une super relation se profiler entre ces deux personnages. Ça m'intrigue beaucoup de savoir depuis quand ces deux se connaissent, et comment ils se sont rencontrés, même si visiblement, étant donné que Jojo disait que Paco était encore gras il y a 2 ans dans le premier chapitre, ça remonte à plus que ça. Je pense qu'on aura tôt ou tard un flashback dédié au personnage de Paco, expliquant ce qu'il est parti faire pendant 1 an. Et pourquoi pas, qui viendra en dire plus sur les circonstances ayant mené à l'arrachement de son oreille. Ça permettra d'ailleurs de nous éclaircir quant au ton de cette partie. Est-ce que cette histoire de père abusif qui lui a mordu l'oreille gauche, ça restera qu'un truc balancé comme une anecdote random un peu débile, ou alors il s'agit d'un événement véritablement tragique? Car c'est vrai que jusqu'à maintenant, la plupart des scènes objectivement terribles du manga sont toujours traitées avec une certaine légèreté, un certain détachement, une certaine dérision même. Suffit de voir la scène des attouchements sur Dragona, malgré tout plus grotesque qu'autre chose. La séquence suivante va apporter une première piste intéressante. Dans celle-ci, carrément inattendue, Jojo va expliquer avoir fait un diagnostic psychologique proscrit par son école.
l'ayant déclaré comme un garçon ayant, je cite, « des troubles de la personnalité antisociale ». Une sorte de psychopathe, comme il le dit. J'ai été faire mes recherches sur ce trouble, et ce que j'ai trouvé s'avère putain d'intéressant. Une personne atteinte de troubles de la personnalité antisociale, pour être déclarée comme telle, doit présenter au moins 3 symptômes parmi une sacrée liste. Ça tombe bien, dans cette dernière, 3 d'entre eux font inévitablement écho à notre Jojo. D'abord, commettre des actes illégaux et exploiter les autres à la recherche d'un profit personnel. Les actes illégaux, on est d'accord, Jojo est en plein dedans. Quant à l'exploitation des autres, l'exemple parfait tient de sa relation avec Paco. Si celui-ci a l'air de bien l'aimer, comme un pote, un collègue, la description très froide et objective de Paco donnée par Jojo laisse supposer qu'il ne le considère que comme un outil pour atteindre ses objectifs plus qu'autre chose. Ensuite, agir de façon impulsive et être facilement provoqué ou agressif. L'impulsivité, c'est bien ce qui définit Jojo, on a déjà assez eu d'exemples comme ça. Enfin, et alors tenez-vous bien car ça c'est passionnant, justifier ou rationaliser leur comportement. Avec l'exemple donné, penser que les perdants méritent de perdre, être à la recherche de la première place. Bordel, mais si ça définit pas clairement l'entièreté de cette fameuse scène où Jojo explique le mécanisme. On ajoute à ça les 2 exemples concrets donnés directement dans les pages. Une impossibilité à contrôler ses actions, et un manque de remords et de culpabilité. Tout ça, Jojo, ça le touche. L'homme disant que la partie antisociale du diagnostic du médecin lui fait du mal. Car même s'il coche de nombreuses cases de ce trouble, il est évident que Jojo n'est pas dépourvu de sentiments. Il aime profondément sa famille, dont sa mère et son frère, et malgré tout, même s'il dit regretter de ne pas le faire, il n'a pas tué ses 2 policiers, et n'a d'ailleurs sûrement jamais tué personne. Et surtout, il a un certain sens de la justice. Il est conscient de la noirceur de ce monde, et d'ailleurs, ça le bouffe. Dans son discours intérieur, il se demandera s'il peut devenir heureux. Il est certain qu'il en est capable, et fera tout pour, mais que la réalité de ce monde fait que certaines personnes, dont ces flics, ne jouent pas dans les règles, étant profondément mauvais. Ces flics, il dira qu'il aimerait leur dire quelque chose, mais que même s'il le ferait, les gens qui ne peuvent pas les voir ne les regardent jamais. Alors que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on voit November Rain en fond, laissant supposer qu'il parle des stands, cette phrase pourrait en réalité avoir une double signification. Et si ce que ces flics ne voient pas, ce seraient les sentiments? Ces sentiments dont Jojo est empli, mais qu'il n'arrive pas à exprimer clairement à cause de son trouble. En tout cas pas à quelqu'un d'autre que son frère, ayant l'air d'être la seule personne à qui il peut se livrer. Cette interrogation quant à son bonheur a complètement remis en question ma vision de Jojo. C'est vrai qu'avec du recul, les dires de ce personnage paraissent tristes. Le froid et innocent, je vais faire de mon mieux, en réponse à sa mère qui n'arrive pas à accepter le diagnostic de son fils, n'aidant d'ailleurs clairement pas dans une potentielle guérison, m'a particulièrement marqué. C'est quand même tragique. Jojo agit toujours avec un certain détachement, sans montrer de fortes émotions, autres que sa fameuse colère impulsive. Serait-il donc finalement en simple quête de bonheur? Un bonheur dont, selon ses dires, il n'a pas le droit à l'heure actuelle, même s'il a de l'argent et visiblement toutes les femmes qu'il veut, comme montré dans le premier chapitre. Ce qu'il rechercherait, ce serait un bonheur plus profond, psychologique, comme par exemple, pouvoir montrer ses émotions clairement et ressentir des sentiments pour des personnes autres que sa famille. Mais pour l'instant, étant dans le déni, perdu, ne voyant de l'humanité qu'une facette sombre et déprimante, de par ses flics et autres trafiquants dont il a été le sous-fifre détaché étant jeune, il se convainc que ce qu'il recherche, c'est de l'argent. Et pour ce faire, il use d'actions illégales, sans forcément se rendre compte de l'immoralité de la chose. Alors, The Jojo Lands nous raconterait l'histoire de comment Jojo arrivera à changer sa vision du bonheur, à devenir heureux, et ce, en guérissant en partie de son trouble, grâce à de fortes relations avec ses compagnons. Ce serait trop fort. Pfiouf, j'ai poussé loin cette analyse. Mais j'avoue que la découverte de cette facette de Jojo m'a mis une sacrée baffe. Un Jojo avec des troubles psychologiques, quelle merveilleuse idée. Je trouve ça tout bonnement fascinant. Et s'il y a de fortes chances que le réel développement de Jojo s'éloigne grandement de mes théories, je suis certain qu'on aura dans tous les cas droit à un personnage à l'écriture mémorable. Traiter de tels sujets, c'est terriblement compliqué. Mais en ce qui concerne le traitement des relations et comportements humains, Araki n'a jamais fait de faux pas. Alors, je lui fais confiance. Et bordel, je le dis haut et fort, je t'aime, Jojo. Toi, tes profondes pensées philosophiques, et ton inattendu côté terriblement touchant, qui vient de s'ajouter à ça lors de ce chapitre, qui n'a fait que renforcer cet amour de manière exponentielle. J'ai trop hâte d'avoir vos avis et vos théories quant à ça, notamment pourquoi pas s'il y a des personnes dans les commentaires atteintes de ce trouble, ça pourrait être super intéressant.
Bon, c'était bien complexe tout ça, alors on va se reposer quelques minutes en parlant de trucs tranquilles, avant d'entamer le second et dernier gros morceau de ce chapitre. C'est parti pour le bref interlude Jojo Lands Gang et Hot Dog Man. Notre groupe va en effet se retrouver à l'aéroport de Hawaï, avec, pour notre plus grand plaisir, un gros focus mis sur l'homme désormais connu sous le nom de Usagi Alohawe. Usagi, ça veut dire lapin, et Alohawe, c'est une chanson écrite par Lily Uokalani, 8ème reine du royaume d'Hawaï, monarchie en marche avant la conquête de l'archipel par les États-Unis. Oh, le Fort Fodowing sur la carte du Nouvel An, et Sayama, t'es une fraude, Raki, il est plus fort que toi. J'ai pas raison, la team? Bref, Orvan, j'aime beaucoup ce nom, à la fois à consonance japonaise et hawaïenne. Mais d'ailleurs, pourquoi japonaise? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur les origines de ce ravagé. Un ravagé qui va venir affirmer sa personnalité de pote un peu débile à la Mista ou au Kuyasu, cette fois-ci, selon les dires de Paco, à cause de sa dépendance à la drogue. De toute façon, qu'un personnage de Jojo soit camé ou non, ça change rien, ils sont tarés dans tous les cas. Mais j'aime trop cette alchimie de groupe, basée sur 3 vendeurs et un Yankee. L'idée est juste super marrante. Bref, cette personnalité, elle passera par une arrivée en retard alors qu'il était censé trouver une bagnole car ils doivent repartir le soir même, pour finalement avoir l'idée de louer une voiture tout en présentant le prix plus cher qu'il ne l'est réellement. Pour couiller un peu de thunes à nos 3 dealers. Il est bien malicieux, paumé, inconscient, et beaucoup trop énergique comme il faut, j'adore. J'aime aussi beaucoup l'ajout du couvre-chef à sa tenue, ça lui ajoute un vrai flow je trouve. Après de superbes planches en voiture avec des décors trop frais et des personnages magnifiques avec leurs cheveux qui volent au vent, dégageant un vrai sentiment de road trip qui commence, notre groupe va arriver à destination et commencer à établir un plan. Comme prévu, Jodio part en repérage pendant que ça joue, ça dort, ça se prélasse, pour finalement revenir avec les infos qu'il faut. L'homme est actuellement dans sa piscine. Ils vont alors en profiter pour rentrer dans la chambre du maître des lieux, et, si par chance il y a un coffre dedans, ils l'ouvrent. Et ce, en moins de 15 minutes. Ouais, pour moi ça craint carrément comme plan. Il y a beaucoup trop d'incertitudes, monsieur Paco. Dragona précisera qu'il faut pas qu'ils s'appellent par leur prénom, suite à quoi Usagi proposera d'utiliser des noms de code basés sur des couleurs. Paco lui dit de la fermer, et Dragona rentre dans le jeu. Je suis ravi de voir ce genre de petites interactions apparaître. Ce groupe me fait déjà kiffer. À l'entrée, alors face à une caméra, ce sera au tour d'Usagi de révéler son stand et de briller un peu. The Matte Kudasai, référence à une chanson de Je vous le donne en mille, King Crimson, et non, je vous vois venir bande de petits coquins, Usagi c'est pas notre nouveau Diavolo pour autant, hein. Consiste en une espèce de petit poulet robotique pouvant se transformer en une chose que quelqu'un veut. Seule contrainte, la demande doit forcément venir de quelqu'un d'autre. Usagi ne peut pas transformer lui-même son stand en ce qu'il veut. Un stand inoffensif seul, exclusivement fait pour être utilisé en binôme ou plus, expliquant donc sûrement pourquoi Meryl Makey l'a choisi lui. Il est peut-être un peu con, mais ne pourra aucunement causer du tort à notre groupe, car inoffensif seul. Et ce, avec un stand sacrément utile, et dont tout le monde pourra profiter. Bien vu. Ici donc, un exemple concret. Dragona dit qu'il veut la caméra. Alors le poulet se transforme en une deuxième caméra qui, de par son statut de copie faite à partir d'un stand, filmera de manière étrange en déformant les visages. De cette manière, avec ces 2 caméras qui filment, il sera a priori impossible de déterminer quelle caméra est la vraie et laquelle est la fausse, ne laissant donc en théorie aucune preuve valable. Étant donné le casier judiciaire bien rempli de Jodio, ça m'étonnerait que les flics ne le reconnaissent pas. Et j'imagine qu'Usagi, après avoir passé l'entrée, rappellera son stand pour le placer sur les caméras suivantes, parce que je refuse de croire qu'il n'y en ait qu'une. Mais dans ce cas, la fausse première caméra disparaîtra, et il ne restera que la vraie, donc ça n'a aucun intérêt. Mais soit Araki, si tu veux. Je dois sûrement être trop con pour comprendre, et ça s'avérera sûrement cohérent au prochain chapitre. Enfin, reste que j'aime beaucoup le concept de ce stand, son design aussi, et il y a vraiment moyen d'en faire des utilisations brillantes. Il est enfin temps de parler de ce que vous attendiez le plus dans cette review, le reveal du millionnaire, consistant en, oui, j'ose le dire, un des plus gros cliffhangers de tous les temps. Alors que dans nos rêves les plus fous, on s'imaginait voir Josuke, Tsurugi ou même Noriske, pourquoi pas, finalement, on aura bien un lien avec Morio, mais pas la Morio de cet univers, non. Car celui qui va apparaître, après un Jojo révélant son côté weeb après l'avoir aperçu, disant qu'il a lu quelques-uns de ses livres et qu'il suit son animé, c'est Rohan Kishibe, en chair et en Heaven's Door, et plus beau et sexy que jamais. Mais attention, pas un personnage portant le même nom avec un design différent, comme ça a toujours été le cas dans ce nouvel univers. Non, le vrai Rohan Kishibe, avec exactement la même gueule, celle de Rohan Kishibe.
Ça m'a fait tout drôle de voir un perso du premier univers. Et j'avoue avoir un peu bugué, comme absolument tout le monde sur Terre. J'imagine tellement Araki cuisiner dans son coin, avec un air malicieux, en sachant pertinemment les réactions que ça va susciter. Les mêmes tous plus hilarants les uns que les autres, les gens qui hurlent que depuis le début de la timeline de SBR c'est en fait l'Irenverse rétroactivement un qu'Araki vient de faire une dinguerie, ou ceux qui s'amusent juste du fait qu'Araki cale Rohan partout, et s'arrête jamais de faire des refs à Morio, ça a fait un sacré boucan. A raison, et quel bonheur! Personne à part Ion Star n'avait imaginé ça une seule seconde. Et même lui en vrai, c'était juste une vanne. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce Rohan? Je vais vous livrer toutes mes idées et réflexions sur un plateau bordélique. Vous prenez celles que vous voulez, et vous me partagez les vôtres si ça vous fait plaisir. En tout cas, à moi oui. Déjà, bon, non. Évidemment que MIH n'a pas créé le SBR Verse. Ça n'a aucun sens, et j'ai déjà assez expliqué pourquoi sur cette chaîne. La timeline de SBR, c'est un autre manga, avec une autre généalogie, et des événements totalement différents, reprenant simplement des concepts et noms de personnages des 6 premières parties. Et malgré ce Rohan en tout point identique à celui de Dieu, je suis certain que rien n'a changé. Cependant, ce n'est pas pour autant que ce Rohan n'a aucun lien avec l'ancien univers. Je m'explique. Bien sûr, il y a la solution terre à terre, évidente, et qui, sans vouloir vous décevoir, est celle qui a le plus de chances de s'avérer vraie. Mais ne soyez pas déçus, car elle est tout de même très stylée. Ce Rohan serait bel et bien un nouveau personnage, un Rohan tout beau tout neuf de cette nouvelle timeline. Pendant la période de la parution de la fin de Jojo Lion, Araki a annoncé qu'il ne voudrait pas réintégrer de Rohan alternatif dans la partie, mais que pour autant, un autre mangaka bizarre pourrait apparaître. L'homme a donc évidemment changé ses plans, c'est pas la première fois, même dans le cas où il ne parlait que d'une apparition dans Jojo Lion. Il est tout à fait possible qu'en voulant créer ce nouvel autre mangaka bizarre dont il parle, Araki n'ait pas réussi à dessiner une autre version tant il est iconique. Rohan représente Araki. On sait que l'homme a une attache toute particulière pour son personnage phare, alors il lui était tout bonnement inconcevable de le remplacer dans ce nouvel univers, par un autre mangaka, ne pouvant rivaliser une seule seconde avec la prestance et ce que représente Rohan. Il choisit alors de reprendre exactement le même design, faisant de Rohan une sorte de lien symbolique entre toutes ses œuvres. Quand bien même, ce ne serait pas le même personnage en tant que tel à chaque fois. Ça ferait sens. J'ai en effet toujours considéré le Rohan de Deux-Spock Kishibe Rohan comme un Rohan différent de celui de la partie 4. Il y a 20 ans d'écart entre Diamond is Unblockable et Hot Summer Martha. Pourtant, l'homme n'a pas changé d'un poil. Je sais que l'âge et le vieillissement c'est un peu biaisé dans Jojo. Et à vrai dire, je dis sûrement de la merde, et c'est sans aucun doute bel et bien le Rohan de Dieu. Mais là où je veux en venir, c'est que Rohan, c'est un symbole. Un symbole qui pose avec son créateur sur un dessin, et ça pour le coup, aucun autre personnage ne l'a fait. Un symbole qui représente Araki au sein de son propre manga. Alors ce ne serait pas déconnant de voir ce symbole, avec un vécu différent certes, mais le même visage iconique, dans la timeline de SBR. Vivant en quelque sorte en dehors de l'œuvre, Rohan, en tant que symbole, pourrait voyager entre ces deux timelines. Mais ce n'est pas pour autant que le Rohan de The Jojo Lands est le même qui est pote avec Josuke et Koichi. Ou alors, peut-être que si. Et on aurait donc là affaire à la deuxième possibilité. La théorie qui me fait rêver, ce serait bien le Rohan pote avec Josuke et Koichi. Et il y aurait une histoire méta de malade qui viendrait relier les deux timelines. Et si, après les événements de la partie 4, ou après le reboot de Made in Heaven, ou même n'importe quand on s'en fout, Rohan Kishibe, l'originel, le seul et l'unique, avait décidé de dessiner un nouveau manga. Un manga qui reprendrait des éléments du monde réel, de son monde réel à lui donc, à savoir les stands, les personnes qu'il connaît, pour les modifier à sa convenance, et raconter d'autres histoires avec ça, pour dessiner Steel Ball Run, Jojo Lion et The Jojo Lands. Ce qu'on lirait depuis 2004, ce serait donc un simple manga de Rohan. Ça expliquerait aussi l'introduction de The Jojo Lands, la signature du mangaka étant donc celle de Rohan, venant directement nous faire comprendre qu'on lit son récit. Et ainsi, s'il serait là, présent dans The Jojo Lands, c'est car en tant que bon mégalo, Rohan se serait ajouté dans sa propre histoire, pour vivre des aventures avec ses propres créations. Ce serait pas trop fort, sérieux? Et particulièrement si The Jojo Lands s'avérait être la dernière partie, ça pourrait aussi être l'inverse. Le vrai Rohan vit de base dans la timeline de SBR, qui serait donc la vraie, et les 6 premières parties, la création de Rohan, avec encore une fois, sa transposition mégalo, cette fois-ci dans Diamond is Unblockable. Même si j'avoue que je trouve la première idée bien plus forte et brillante. Enfin, dans tous les cas, peu importe les origines de ce Rohan, je trouve le symbole qu'il représente exceptionnel.
et n'importe quelle solution me conviendrait et me régalerait. Quel bonheur de voir ce personnage que j'aime tant, putain de merde. Et surtout, peu importe ses origines, son rôle dans l'intrigue reste à déterminer. Qu'est-ce qu'il vient foutre à Hawaï? Est-ce que le type veut juste se la couler douce en profitant de son argent pour se reposer seul dans un lieu reculé, lui donnant de l'inspiration pour son manga? Finalement, ça coulerait de source. C'est vraiment la personnalité de Rohan toute crachée. Nous laissant donc supposer qu'il sera exactement le même personnage dans ce nouvel univers. Quant à son stand, il peut tout aussi bien garder l'ancien qu'en avoir un nouveau. On sait pertinemment qu'il va mettre une branlée à notre équipe, et j'ai hâte de voir comment. Evansdor paraît être un stand assez puissant pour s'occuper de notre crew, mais je ne dirais pas non à un nouveau stand non plus. Dans le cas de Rohan, et contrairement aux anciens personnages ayant leur équivalent dans le SBR-verse, son design ne changerait pas, mais son stand, oui. Dans tous les cas, ma hype quant à savoir le rôle qu'aura Rohan est carrément inquantifiable. Est-ce qu'il va les rejoindre dans leur crew pour choper de l'inspiration? Il en serait capable, ce taré. C'est quoi ce diamant? C'est Crazy Diamond, c'est le mec qui a rien compris? Est-ce qu'il ne sera qu'un personnage secondaire n'apparaissant que brièvement? Ou au contraire, l'un des personnages les plus importants de l'intrigue? En particulier si cette histoire de récit dans le récit s'avérait vraie? Bordel, j'en frémis d'impatience. Donnez-moi la suite. Mais pour l'instant, j'en ai fini avec cette review. Putain de merde, quel chapitre! Une scène d'intro de fou, avec une tension et un changement de ton instantané bien jojoesque, faisant une bonne ref à Breaking Bad, et introduisant un nouveau personnage marquant. Un Jojo s'avérant toujours plus intéressant, avec l'introduction de ni plus ni moins qu'un trouble mental, concept casse-gueule, mais terriblement puissant si bien réalisé. Une dynamique de fou naissante pour le Jojo Lands Gang. Jojo le renfermé intelligent, Dragona le plus pragmatique, Usagi le débile, Paco l'aigri d'éther qui prend les décisions, et surtout, l'arrivée de Rohan, qui vient tout chambouler, et qui prouve une fois de plus la capacité d'Araki à nous surprendre constamment. Tout ça ne pourra que mener vers des événements absolument exceptionnels. Vous n'imaginez pas mon niveau de hype pour le prochain chapitre, qui à lui seul, promet déjà des trucs carrément fous, de par la rencontre entre nos héros, et ni plus ni moins que Rohan Kishibe. Bien sûr, comme d'hab, les dessins sont particulièrement réussis. Des personnages beaux, un découpage toujours aussi brillant, mention spéciale pour l'excellent jeu sur la vraie et fausse caméra, et The Mate Kudasai. Qu'il est mignon! Quel bonheur ce manga. J'espère qu'on vivra ça jusqu'à la fin. Parce que bordel que des débuts aussi intenses, on en a rarement eu dans Jojo. Sur ce, j'ai tout dit, j'espère que cette review vous aura plu, ça aura été incroyablement dur et éprouvant, celle-ci plus que toutes les autres. J'ai vraiment écrit, enregistré et monté cette review 2 jours complets, après 2 semaines à taffer toute la journée à mon stage et le soir faire soit la vidéo Yakuza 7, soit l'article Metroid, soit d'autres trucs que j'ai pas encore révélés. Et le début de semaine prochaine, juste après cette review, je vais passer mon permis. Alors, il y a une pression de fou partout, je suis en train de bosser comme un taré, mais ça y est, la pression va tout doucement redescendre, et je suis très content d'avoir pu vous livrer cette review dans les temps, et surtout j'en suis très content, je trouve que j'ai bien poussé l'analyse, et je la trouve particulièrement intéressante celle-ci. Alors j'espère que ça aura été aussi votre cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, à me dire ce que vous avez pensé aussi du chapitre en commentaire. Évidemment, j'attends toujours autant vos avis, vos retours, vos théories pour lire vos commentaires et pourquoi pas vous répondre si j'ai le temps. Mais c'est toujours un énorme kiff en tout cas à chaque fois. Un immense merci également aux donateurs du mois. Si vous voulez aussi les rejoindre, eh bien ça se passe sur le bouton rejoindre juste en dessous, ça me fait énormément plaisir et ça vous donne accès aux grosses vidéos en avance, comme la vidéo Yakuza 7 que vous pourrez avoir 2 jours en avance notamment. Donc merci beaucoup à ceux qui feront ça, ça me régale. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche, ou ce que vous voulez, ça dépend quand est-ce que vous matez cette vidéo. Mais dans tous les cas, portez-vous bien, et n'oubliez pas que Jojo Lands, c'est quand même vachement bien, putain.